suite, c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, la façon de faire de Donald Westlake. Si Drusilla Meerschaum a décidé d'épouser Rick Thunder, c'est qu'elle brûle pour lui d'une passion dévorante. Cette belle grande fille, choyée par des parents très fortunés, a fait de très bonnes études et a réussi à tous ses examens. Présentement, l'univers de Drusilla est tranquille, serein, heureux, aseptisé, immuable. Bref, paré contre tous les risques et en quelque sorte assuré du maintien d'une température constante. Et puis brusquement, un changement insidieux s'opère dans son existence. Ses compagnes de collège, ses amis de toujours, se marient les unes après les autres et s'envolent au loin comme des papillons. Drusilla se sent brusquement seule, désespérément seule. Sans doute ne manque-t-elle pas de soupirants. Il y a même pléthore de jeunes gens très comme il faut, comme on dit, autour d'elle. Mais ce genre de vie l'importune. Comme tout cela est faux et assommant. Quant à tous ces jeunes gens, ils ne savent que raconter leur voyage ou parler de leurs perspectives d'avenir. Alors Drusilla annonce à sa mère, qui en est horrifiée, qu'elle a l'intention de chercher un emploi rémunéré. De mémoire humaine, on n'a jamais entendu parler d'une fille jouissant d'un statut comparable à celui de Drusilla qui soit préoccupée de trouver une situation. Plus compréhensif, son père déclare « Je vais en parler autour de moi, Drusilla. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de convenable, mon enfant. » Ce quelque chose de convenable est trouvé avant la fin de la semaine. Le père de Drusilla a, pour des raisons d'ordre fiscal, investi une somme d'argent assez importante dans le lancement prochain d'une pièce de théâtre à Broadway. Or, le producteur de cette comédie, sans prétention, a justement besoin d'une seconde secrétaire. L'affaire se conclut sur le champ. Drusilla prend aussitôt ses fonctions auprès de M. Finkelwald, le producteur. Enfin, on appelle ça comme ça. C'est en travaillant pour le compte de M. Finkelwald que Drusilla a l'occasion de faire la connaissance de Rick Thunder, la seule véritable passion de sa jeune existence. Lors du 3e jour de travail de Drusilla, le garçon passe fortuitement au bureau et bredouille quelque chose à propos d'un rendez-vous qu'il a avec M. Finkelwald. Drusilla le considère subjugué. Rick Thunder ne mesure guère qu'1,70 m, mais sa chevelure noire, magnifique, est coiffée avec un soin particulier autour d'un visage qui fait penser aux anges de Botticelli. Il est vêtu d'un blue jean très collant, d'un t-shirt déchiré et d'un blouson de cuir noir style perfecto. Bref, un garçon très beau et très dans le vent. En réalité, Rick Thunder n'a pas de rendez-vous et en fin de compte, M. Finkelwald, qui en a par-dessus la tête de tous ces comédiens au chômage, ordonne à Drusilla de le flanquer, ce saltimbanque, à la porte. Drusilla s'acquitte de cette tâche en invitant Rick à déjeuner. Elle est totalement incapable de se rappeler ensuite comment tout cela s'est enchaîné. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'ils ont déjeuné ensemble, qu'elle a réglé l'addition et qu'ils ne se sont plus quittés. Rick est beau, drôle, tendre, amoureux et tellement original. Drusilla est totalement envoûtée. Rick est si différent de tous ces jeunes gens éthérés et falots qu'elle a connus jusqu'alors qu'elle ne peut qu'être conquise. Sa mère, elle, est horrifiée plus que jamais. Et cette fois, son père aussi est horrifié. Tous les deux écoutent consternés la description qu'elle leur fait de son grand amour et des plans qu'elle forme pour l'épouser. Le jeune couple ne s'offre pas de lune de miel. Méprisant les Bermudes et les chutes du Niagara,
Il se contente du petit 2 pièces sans confort qu'occupe Rick à Greenwich Village. C'est dans ce décor que Drusilla a expérimenté l'éblouissement de l'amour charnel. Ce minuscule logement devient le paradis sur terre. Ils prennent tout leur repas, haricots secs, patates gros rouges, dans un état d'extase. Drusilla part travailler chaque jour, pleine d'entrain et sans une plainte. Elle travaille maintenant dans une confiserie à 2 pas de leur domicile. Au bout de 5 ou 6 semaines, papa et maman capitulent. En effet, une de leurs amies, ayant mentionné devant eux, mine de rien, les modestes fonctions de Drusilla dans la boutique de bonbons, le domaine de Long Island est aussitôt mis à la disposition du jeune couple avec voiture et mensualité en rapport. Le bonheur de Drusilla, désormais, est complet. Aucun des copains de Rick n'est assez riche pour venir par le train jusqu'à leur nouveau domicile. Enfin, ils vont être tranquilles. Le domaine de Long Island est une maison en pierre de 2 étages, solidement assise et d'allure imposante, au sommet d'une colline, au milieu d'un immense parc. Hélas, toutes les philosophies enseignent que l'argent corrompt les mœurs. Eh bien, il semble qu'elles aient raison, les philosophies. Alors que la fortune apparaît pour la première fois dans la vie de Rick, elle lui fait, perdre la tête. Tout commence par l'affaire des tambours bongo. Rick achète cette paire de tambours, vide l'une des 27 pièces de la maison, s'assied au milieu du plancher et s'essaye à jouer du tambour bongo. Les domestiques se plaignent. Drusilla fronce le sourcil et, quand ils se retrouvent en tête-à-tête, elle s'autorise à demander à son mari de limiter ses expériences à des heures raisonnables. Il répond qu'il ne se sent inspiré que vers 3 ou 4 heures du matin. Drusilla passe la nuit suivante à réfléchir. La moto devient rapidement la passion numéro 2 de Rick, qui transforme le chemin privé qui monte à la propriété en piste de vitesse, chevauchant un énorme monstre qu'il ne sait d'ailleurs ni diriger, ni arrêter. Il ne tarde pas à se faire éjecter de sa selle pour écraser les plates-bandes, tandis que la moto, privée de son conducteur, tente d'escalader le mur de clôture. Mais Rick est persévérant. Il sillonne Long Island de long en large, affolant les cultivateurs des environs, écrasant çà et là quelques poules, quelques canards. Refusant formellement de munir sa moto d'un silencieux, bien que Drusilla l'en ait prié à plusieurs reprises. Les plaintes affluent, les procès aussi. L'agacement de Drusilla se transforme en profond désarroi, le genre de désarroi qui conduit parfois à de terribles extrémités, lorsque Rick se toque soudain d'une nouvelle lubie. Qu'a-t-il donc inventé encore, ce charmant jeune homme? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Oui, dans quelques minutes. Vous avez bien entendu, le vin. Un camion semi-remorque arrive un beau jour au domaine et 2 grands gaillards se mettent à décharger les meilleurs vins du monde qu'ils déposent dans la cave, tandis que Rick se frotte les mains en songeant aux formidables cuites qu'il va prendre. Voyant cela, la dernière équipe de domestiques fait en hâte ses bagages, emportant par la même occasion la totalité de l'argenterie. Rick porte alors un coup ultime à Drusilla en adoptant un léopard. Il lui affirme que l'animal est dressé, qu'il ne mord ni ne griffe jamais et qu'il est parfaitement inoffensif. À vrai dire, Drusilla ne s'y fie pas trop. Cependant, elle pense que leur amour est encore si fort qu'il doit pouvoir surmonter ce genre d'obstacle. Hélas, il ne survivra pas à cet amour. Il ne survivra pas à la saison des bals de la bonne société pour lesquels ils reçoivent leur lot d'invitations.
Les quelques heures qui précèdent la première soirée voient surgir quelques difficultés. Tout d'abord, Rick refuse formellement d'endosser un habit, décrétant qu'il ne veut pas avoir l'air d'un pingouin. Drusilla, qui n'est plus qu'à demi aveuglée par l'amour, ne voit pourtant pas son mari arriver au milieu d'un salon en blue jean, avec un t-shirt froissé et son blouson de cuir. En outre, Rick insiste pour emmener ses tambours bongo. En prenant place à ses côtés, à l'arrière de la limousine, Drusilla se glorifie malgré tout de l'avoir emporté sur 2 points, en dissuadant Rick d'y aller à moto et en l'empêchant d'amener son léopard. Mais c'est au cours de cette soirée que ses yeux commencent à s'ouvrir lentement, douloureusement, car pour la première fois depuis des mois, elle a l'occasion de voir Rick à côté de ces garçons si distingués, si élégants, si brillants d'intelligence que sont les époux de ses amis de collège. Alors, elle se met sérieusement à réfléchir. L'idée de divorcer lui traverse l'esprit, mais elle la repousse aussitôt. Son mariage a été la fable de la ville. Divorcer d'avec Rick, c'est avouer son échec. Et elle ne peut l'envisager. Peu à peu, les tentations d'une lourde hérédité venant l'assaillir, elle se résout à songer très sérieusement à faire disparaître son mari. Mais elle s'entourera de précautions. Inutile de scandaliser encore la haute société en allant s'asseoir sur la chaise électrique, n'est-ce pas? Rentrée chez elle, elle s'enferme dans sa chambre et commence à tirer des plans. Les pétarades de Rick sur sa moto lui procurent tout de suite une solution, celle de l'accident. Rick est connu dans tout le pays pour ses folles randonnées à moto. Il suffit d'abîmer discrètement la belle mécanique. L'occasion ne tarde pas à se présenter. Le surlendemain, tandis que Rick est couché dans un état comateux à la suite de trop généreuses libations, le vin, n'est-ce pas, Drusilla, armée d'une clé anglaise et d'un tournevis, se glisse dans le garage. Desserrant une vis par-ci, un écrou par-là, elle supprime 1 ou 2 pièces de la moto, puis remonte dans sa chambre, tire Rick du lit et lui demande de filer à la ville voisine lui acheter un journal. La route suit une corniche dominant l'océan. Avec un peu de chance, Rick et son engin partiront avec le flot. Drusilla consent à son mari un tendre baiser, lui adresse encore un joyeux au revoir de la main, tandis qu'il descend à folle allure le chemin privé, manquant d'écraser le facteur. 2 heures plus tard, un appel téléphonique de la police locale lui apprend que son mari, moto comprise, est tombé dans l'océan. Drusilla s'effondre, pleure, se lamente, mais tandis qu'elle prend seule son déjeuner dans sa chambre, Rick fait son entrée, trempé comme une soupe. « Ah, Drusilla, ma moto y est restée. Je m'en fous. Je m'en achèterai une autre demain, et plus grosse encore. » Drusilla expédie son assiette de potage contre le mur. Elle entend déjà Rick, dans la chambre voisine, célébrer dans le vin sa miraculeuse aventure. Elle comprend aussitôt ce qu'il lui reste à faire. Une exploration discrète de la cabane du jardinier lui permet de mettre la main sur une belle bouteille de Morora. Elle en vit d'une bonne quantité dans la carafe de vin de Bordeaux qui se trouve sur la table de la salle à manger. Quelques minutes plus tard, Rick apparaît. Après avoir avalé une grande lampée de vin, il commence à manger. Drusilla le surveille. Elle attend. Mais rien ne se produit. Rick, comment te sens-tu, mon chéri? Hein? En pleine forme, ma Druru adorée. Rien ne vaut le pinard pour noyer les poisons et tuer les microbes. Tout s'éclaire, mais c'est bien sûr. La Morora et l'alcool de vin se neutralisent.
Drusilla quitte précipitamment la table pour que Rick ne voie pas ses larmes de dépit. Quelques minutes plus tard, toute la maison résonne de nouveau du vacarme des tambours bongo. Drusilla, héroïque, serre les poings et les mâchoires. Elle ne hurle pas. Lentement, le calme lui revient, un calme d'acier et un plan diabolique. Un rapide aller-retour à New York et Drusilla revient chez elle en portant précieusement 2 petits paquets enveloppés de papier brun. Tandis que Rick dort, elle déballe les 2 bombes miniatures et fixe la première à l'intérieur d'un des tambours bongo. Quant à la deuxième, elle la fixera tout à l'heure. 2 précautions valant mieux qu'une. Lorsque Rick s'éveille, il commence par perdre un peu de temps à jouer avec son léopard. Puis, sentant venir l'inspiration de la muse, il s'enferme dans sa salle de musique et se met à jouer du tambour bongo. L'explosion se fait entendre à 20 lieues à la ronde. Drusilla elle-même saute en l'air, puis se précipite devant la porte fermée de la salle de musique. Une épaisse fumée filtre sous la porte et par le trou de la serrure. Comme elle reste là, hésitante, la porte s'ouvre et Rick sort de la pièce. Son t-shirt est à peine plus déchiré que d'habitude, mais ses sourcillons roussis. À part cela, il semble bien se porter et il grogne en passant devant Drusilla. « Drudru, mon bongo m'a pété la gueule. Je m'en fous. Je m'en achèterai un autre demain. Plus gros encore. » Trop secoué pendant plusieurs jours pour pouvoir réfléchir, Drusilla finit cependant par se rendre dans une bibliothèque pour consulter des ouvrages sur les explosions. Elle découvre ainsi l'explication du phénomène, à savoir qu'une personne placée trop près du lieu d'une explosion a davantage de chances d'en réchapper qu'une autre placée à 2 ou 3 mètres, du fait que ce qui rend surtout une explosion dangereuse, c'est la projection d'objets par la déflagration. Elle ne peut se permettre d'échouer une 3e fois. Mais les jours passent et rien de ce qu'elle espère ne se produit. Drusilla est au bout du rouleau. Elle réalise qu'elle n'est pas de taille. À présent, elle le sait, et cette simple prise de conscience fait que, subitement, elle se sent mieux. De fait, elle réalise qu'elle n'a pas été gentille pour ce pauvre Rick. Elle l'a épousé pour la seule et simple raison qu'il n'était pas comme les autres, qu'il était différent de tous ces jeunes gens pâles, cultivés, supérieurement corrects et anémiques qu'elle connaissait. Et maintenant, elle lui reproche tout cela. Mais depuis leur mariage, Rick n'est-il pas gentil avec elle? Ne l'emmène-t-il pas se promener sur le tantsat de la moto? Ne lui a-t-il pas proposé de lui apprendre le tambour bongo? N'est-il pas le plus tendre, le plus amoureux, le plus expert des maris? N'ont-ils pas de bons moments ensemble? Reconnaissant son erreur, Drusilla décide qu'elle sera désormais une bonne et fidèle épouse, qu'elle se moquera du qu'en dira-t-on. Elle s'efforcera, dans la mesure du possible, de réparer le tort et les ennuis qu'elle a causés à ce pauvre Rick, qu'elle aime passionnément. La première chose à faire, pense-t-elle, est de lui offrir une moto et toute une collection de tambours africains et 10 léopards, s'il le désire. Elle est en train de ruminer toutes ses pensées lorsque Rick bondit dans la pièce en agitant un télégramme. « Regarde, Drusilla, regarde !» Elle lit le télégramme. Le télégramme provient d'un ami de Rick, parti il y a quelque temps pour Hollywood, où il devait monter sa propre société de production de films. Il a besoin de Rick, il lui demande de venir tout de suite. Il lui a réservé un bon rôle dans son prochain film. Pas encore un rôle de premier plan, sans doute, mais Rick et Drusilla voient déjà la gloire briller à l'horizon. « Oh, Rick, oh, mon chéri, je suis si heureuse pour toi. » Eh ben, on n'a plus qu'à faire nos bagages, ma drudru d'amour, et partir pour le triomphe et le bonheur. 2 heures plus tard, plus amoureux l'un de l'autre que jamais, riant comme 2 enfants heureux,
Rick et Drusilla prennent place à bord de leur voiture. Direction Hollywood, direction le bonheur. C'est au moment où Rick actionne le démarreur que Drusilla se souvient très exactement que c'est précisément sur le démarreur qu'elle avait branché la deuxième bombe. C'était Crime Story, présenté par Serge Sauvian. Aujourd'hui, le savoir-faire de Westlake.